Alors moi, je vais vous parler plus particulièrement de la modélisation, et en particulier de la modélisation informatique, hein, mais pas seulement, la modélisation au sens très large. Alors ces outils, ils sont clairement maintenant au cœur de l'évaluation des risques chimiques. Si on regarde d'ailleurs les présentations de la journée, on va beaucoup en parler. Et mon idée au niveau de l'introduction qu'on pouvait en faire ce matin, c'était plutôt de prendre un peu de recul et de parler des limites de ces modèles, en citant évidemment quelques exemples, mais en étant peut-être relativement général, pour essayer de stimuler la discussion sur leur performance, sur la validité réelle de ces outils, hein, qui, à nouveau, prennent une place de plus en plus importante dans notre quotidien. Alors, on va voir si ça marche. Yes, OK. Comme préventeur, comme évaluateur de risque, finalement, on est, auprès de nos clients, comme le dit très justement Marc, on est confronté à des questions très simples. Hein. Quel est le risque? Est-ce qu'il est acceptable? Et en particulier, en ce qui concerne les substances chimiques, quel est le niveau d'exposition? Ça, c'est vraiment la question qui est, alors peut-être pas au cœur du métier des toxicologues, mais qui est certainement au cœur du métier des hygiénistes. Très schématiquement, à cette question, on répond de trois façons. Alors, très schématiquement, parce que en fait, on peut combiner plusieurs de ces façons-là, et puis il y a d'autres alternatives, mais les principaux outils dont on dispose, c'est le jugement d'expert, la métrologie et la modélisation. Alors, le jugement d'expert, c'est la méthode un peu à la grand-papa. Attendez, on va mettre en plein écran, ce sera plus agréable. Voilà. C'est la méthode un peu à la grand-papa. Alors, je suis très respectueux des grands-papas. Hein, c'est l'appel à l'expérience acquise, hein, qui a d'énormes avantages, mais évidemment qui est difficile à mettre en œuvre de façon très systématique et reproductible. La métrologie, c'est notre référentiel absolu, c'est ce que l'on utilise comme gold standard, hein, puisque notamment au niveau réglementaire, c'est la mesure des polluants qui sert de référentiel. Alors la métrologie, tout référentiel qu'elle est, elle n'est pas exempte de défauts, elle non plus. On sait qu'elle pose un problème de représentativité, notamment parce que la variabilité de l'exposition, au quotidien, elle est énorme, variabilité temporelle, variabilité intra- et interutilisateur, ce qui fait qu'on se retrouve évidemment pour avoir une vision correcte de la situation à devoir faire un très grand nombre de mesures, ce qui évidemment nécessite des ressources assez importantes. Et les outils qui se développent et qui commencent à devenir des compléments extrêmement intéressants à cette métrologie, alors compléments et parfois de plus en plus alternatives, hein, puisqu'on commence maintenant à utiliser les modèles véritablement comme des remplacements de la métrologie, avec d'autres, ça pose d'autres questionnements évidemment, ce sont ces outils de modélisation. Alors, pourquoi est-ce que la modélisation elle est tellement intéressante? Eh bien, parce qu'elle nous permet finalement d'aborder des problèmes d'une extrême complexité relativement simplement, hein, des problèmes dans lesquels il y a un nombre de paramètres qui sont absolument ingérables, évidemment, on va les simplifier pour les rendre abordables. Et puis, la modélisation, elle permet quelque chose de formidable que ne peut pas faire la métrologie. Elle nous permet d'évaluer le risque a priori ou a posteriori, c'est-à-dire sur des places de travail qui n'existent pas encore ou sur des places de travail qui ont disparu depuis longtemps. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, aussi, c'est qu'à contrario du mesurage, quand on fait une modélisation, il y a un investissement en ressources initiales dans la construction du modèle, et puis, une fois que le modèle est prêt, eh bien, l'exploration des différents scénarios, la comparaison de situations d'exposition multiples, elle ne coûte pratiquement rien, et on peut véritablement lancer des centaines ou des milliers de simulations à ressources à peu près équivalentes. Alors comment ça marche? Très schématiquement, hein, il y a une étape très importante à franchir pour faire de la modélisation, et qu'il faut garder à l'esprit, hein, parce que l'utilisateur, lui, est malheureusement
finalement, il voit une boîte noire avec des entrants et des sortants. C'est une espèce de petit tour de passe-passe magique. Mais derrière ce tour de passe-passe magique, il se passe quelque chose de très important. Il y a une abstraction, plus ou moins forte, de la réalité. Et c'est ce qu'on fait. On va transformer une réalité extrêmement complexe en quelque chose de plus carré, de plus droit, réduite à sa plus simple expression, en ne gardant que les phénomènes physiques qui vont finalement permettre de répondre directement à la question, ou en ne considérant qu'un certain nombre de facteurs. Et puis, évidemment, après, une fois qu'on est dans cet univers-là, on va se rendre compte qu'il est beaucoup plus simple de solutionner analytiquement, algébriquement, ou numériquement le problème. Alors, ce faisant, évidemment, il faudra quand même penser à traduire les résultats de cette solution dans notre monde virtuel et revenir dans la réalité pour fournir quelque chose de concret et d'utilisable à notre client. Ce qui est important dans ce loop, dans cette boucle abstraite, c'est que la traduction, finalement, qui n'est à nouveau pas explicite pour l'utilisateur, conduit à faire un certain nombre de choix. Des choix qui vont limiter clairement les performances et la portée du modèle utilisé. Il va falloir décider de faire abstraction d'un certain nombre de processus physiques ou d'un certain nombre de déterminants d'exposition parce qu'ils sont simplement trop compliqués à mettre en œuvre et on va se réduire à quelque chose de très simple. Quelque chose de solutionnable, mais quelque chose qui va avoir une portée limitée à son seul champ d'investigation. Et c'est ce qu'on a tendance à oublier quand on revient donner ce feedback et auquel, à nouveau, l'utilisateur n'est évidemment pas conscient. Alors, c'est un tout petit peu pour discuter des limites et des portées de ces outils, en particulier des outils in silico c'est là-dessus que je vais me concentrer durant ces prochaines minutes, en prenant en particulier 3 exemples qui viennent alors de mon expérience personnelle. Je vous prie de croire, il y en a évidemment bien d'autres. Le premier, c'est les outils de REACH. On parle beaucoup de la réglementation européenne. Et la réglementation européenne, eh bien, elle prévoit une évaluation de risque dans laquelle il y a notamment une évaluation de l'exposition. Alors pour ce faire, on va, en particulier lorsque les places de travail n'existent pas encore, quand on est dans une phase a priori, on va faire appel à de la modélisation. Il y a même des outils qui sont recommandés dans le cadre de la réglementation, les outils, ce qu'on appelle les outils il y a 2 niveaux, les outils de premier niveau qui sont SETOC et Stoffen Manager, et l'outil de deuxième niveau qui est ART, avec deux niveaux de sophistication plus ou moins importants. Alors bon, on peut discuter de ce concept de 2 niveaux. En réalité, le deuxième niveau ne constitue pas un affinement du premier niveau, parce que ce sont en réalité des modèles qui sont différents, mais qui effectivement présentent des degrés de complexité un peu distincts. Alors, on va utiliser une représentation de la réalité qui va en fait se concentrer sur quelques déterminants d'exposition à travers une relation statistique ou empirique pour prédire l'exposition. Alors ces modèles, ils ne sont pas évidents à comparer parce que la nomenclature des déterminants d'exposition n'est pas la même, les déterminants utilisés ne sont pas les mêmes non plus, mais enfin il y a quand même quelques similitudes, en particulier structurelles. Ici, on s'est amusé amusé, c'est une façon de parler, on les a décomposés en fonction du processus physique auquel ils se référaient. Donc vous avez ici les trois modèles, SETOC, ART et Stoffen Manager. Et puis, on a essayé d'identifier les différents déterminants qui correspondaient à des processus physiques différents. Ici, le processus, le descripteur de l'émission du polluant, les descripteurs des facteurs de dilution de ce polluant dans l'atmosphère, et puis après deux autres compartiments qu'on appelait le facteur temporel et les protections personnelles. Et ce qu'on voit, c'est que structurellement, évidemment, il y a quelques similitudes, mais qu'effectivement, les modèles se distinguent par le nombre de déterminants et la complexité des déterminants qui sont utilisés dans ces différentes étapes, en mettant soit l'accent sur la source, soit l'accent sur la dilution.
Alors, comment est-ce qu'on peut juger? L'utilisateur, lui, est évidemment bien emprunté pour choisir le modèle adéquat à sa problématique. La question, évidemment, comment est-ce qu'on peut juger de la performance de ces outils-là? Alors, pour ce faire, il faut recourir à des données existantes et puis faire un test en aveugle. Alors, c'est ce qu'on a fait sur un certain nombre de ces modèles et je vais vous présenter les résultats qu'on obtient pour la comparaison avec ART. ART qui est le modèle, en principe, le plus élaboré et le plus abouti de la réglementation qui est recommandée dans la réglementation REACH. On a pris une base de données qui était une base suisse, qui n'avait pas du tout été utilisée pour calibrer ou pour développer ces modèles. On est parti de la base de données de la SUVA, qui contenait un peu plus de 700 mesures d'exposition sur le terrain. Ce n'est pas des quantités énormes, mais c'est déjà un travail de bénédictin de coder évidemment toutes ces expositions, parce qu'il a fallu retourner au rapport. Alors c'était des expositions qui étaient bien documentées, on avait des rapports, on avait des photographies, on avait des descriptifs de la ventilation. Bon, comme c'était des rapports suisses, malheureusement ils étaient en 3 langues, donc vous imaginez le travail du gars derrière qui s'amuse à tout recoder. On a recodé ça en fonction des déterminants des différents modèles. Vous voyez qu'il y a des situations d'exposition qui sont très différentes, avec différents types de polluants et de familles chimiques. Et on a rentré ça dans l'outil ART en aveugle, c'est-à-dire qu'on a caché les résultats mesurés, on a codé les déterminants et puis on a comparé à un moment donné quels résultats on obtenait pour quelle prédiction du modèle, enfin quelle valeur mesurée versus quelle prédiction du modèle. Donc la valeur mesurée est en abscisse, la valeur prédite par le modèle pour la même situation d'exposition est en ordonnée. Le résultat, ça c'est la performance qu'on obtient pour le modèle ART pour les vapeurs, donc la partie qui était la plus nombreuse en termes de mesures dont on disposait. Donc ce qu'on a représenté, c'est la valeur médiane donnée par l'outil ART et l'intervalle de confiance autour de la médiane qui est un 95 percentile. On a considéré, alors ça c'est un critère arbitraire dont on peut discuter, on a considéré qu'il y avait un bon matching entre la prédiction et la mesure lorsque finalement la valeur mesurée tombait dans cet intervalle de confiance de la médiane. C'est un choix qu'on a fait. Et puis ce qu'on voit, c'est des résultats qui ne sont pas extraordinairement enthousiasmants. Alors ce qui est intéressant, et bon, mis à part quelques outliers, il y a quand même quelques situations qui échappent complètement à la modélisation, qui en fait se trouvent effectivement être des situations un peu borderline par rapport au domaine d'application du modèle, donc qu'on peut sortir en fait de cette évaluation. Mais même si on considère ce nuage de points, on voit qu'on n'est pas tout à fait dans la cible. La cible idéale, ce serait évidemment d'être partout sur la ligne. Alors ce qu'on voit, c'est qu'il y a un match qui est un peu plus de la moitié, qui apparaît dans un peu plus de la moitié des cas, donc un peu plus de 50% des cas. La valeur prédite, avec son intervalle de confiance, tombe bien dans la valeur mesurée. Ce qui est bien, c'est qu'on a effectivement une pente, donc un accroissement de la valeur prédite correspond bien à un accroissement de la concentration mesurée, globalement. Mais voilà, individuellement, mesure par mesure, eh bien, la performance est discutable, notamment parce que ces marges d'incertitude sont relativement étroites. Alors, quand je dis relativement étroites, bon, c'est une vue de l'esprit, puisqu'il y a quand même quasiment 2 ordres de grandeur. C'est une échelle logarithmique, donc entre le bas et le haut de la fourchette, il y a quasiment 2 ordres de grandeur. Alors, je ne vous présente pas du tout les résultats les pires, ce sont les résultats les meilleurs qu'on obtient sur ART. Je vais vous prendre un autre exemple. Alors là, on a moins de mesures, évidemment, c'est ART pour les solides, typiquement des situations d'abrasion, où là, le match, il est inférieur à 50%. Et alors, ce qui est plus embêtant, c'est que vous n'avez pas de croissance, c'est-à-dire que le nuage de points n'a pas de pente. Alors, il est étroit en termes de range, donc il est très centré autour de la valeur centrale, mais
il n'a pas vraiment de pente. Et donc on a l'impression que la modélisation est quasi indépendante de la mesure, ce qui est évidemment très embêtant. Alors, à ce stade, c'est encore des résultats préliminaires, vous dire si c'est un problème d'adéquation du modèle, si c'est un problème de qualité des données ou de performance d'une façon plus générale, je ne sais pas encore. Alors, l'impression qu'on a en tout cas en ce qui concerne les vapeurs, c'est qu'il y a une surconfiance du modèle qui a tendance à utiliser des marges d'incertitude relativement étroites, mais le fait est que quand vous utilisez un de ces outils, il faut garder à l'esprit que vous allez avoir environ 50% de chances de tomber dans le bon ordre de grandeur. Donc ce n'est pas la vérité absolue, loin de là. Et il faut être relativement prudent dans l'interprétation de ces résultats. Un autre exemple, qui nous vient cette fois-ci de la perméation cutanée, on en parlait déjà un petit peu ce matin. Donc la problématique de la perméation cutanée, elle est bien connue. On sait que dans certaines situations de travail, l'inhalation est probablement pas dominante et qu'il y a des opportunités de contact cutané qui sont assez importantes. L'exemple typique, ce sont les pesticides. Ici, une personne qui fait un traitement fongicide de la vigne. On voit très bien d'ailleurs le petit nuage d'aérosol qui sort. Alors, l'aspersion, elle va durer quelques heures, mais le contact cutané avec les feuilles de vigne, avec les habits contaminés, avec les outils contaminés, il peut durer plusieurs semaines. Puis dans ce contexte-là, évidemment, la perméation cutanée, elle va prendre toute son importance. Alors, comment on évalue ça? C'est compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que de faire de la mesure de polluants aériens. On peut faire de la surveillance biologique. Évidemment, on ne sait pas d'où vient la source. Et puis, ça ne marche que pour un certain nombre de substances ou de métabolites. Et donc, il va peut-être falloir passer à la modélisation. Le fait est que la peau est un organe extrêmement compliqué, que ce n'est pas juste une membrane. C'est quelque chose, c'est le plus grand organe du corps, c'est un organe qui est vivant, qui a des couches multiples et qui a même une surface d'échange qui est considérable, jusqu'à 2 mètres carrés chez l'adulte. Alors ce que l'on sait de cette perméation cutanée, c'est qu'elle est souvent gouvernée par les premières couches de la peau, par le stratum corneum, et que globalement ce qui se passe dans ce stratum corneum, c'est un processus de diffusion moléculaire. Une diffusion moléculaire qui va plutôt favoriser les molécules lipophiles, mais pas trop, et puis surtout les petites molécules. Plus c'est petit, plus ça passe facilement la couche cornée. Alors, fort de cette connaissance, eh bien évidemment, on est évidemment très tenté de se lancer dans de la modélisation. Finalement, l'hypophilicité, je connais, c'est le coefficient de partage octanol O, et puis la taille, on la connaît bien aussi. C'est notamment relativement dépendant de la masse moléculaire, donc on a probablement des déterminants qui sont utilisables. Et puis un certain nombre de modèles qui se basent sur ces hypothèses-là ont été développés. On appelle des modèles Cussard. Un de ces modèles, c'est par exemple l'équation de Vecchia-Nbunge, qui est très simple, qu'on a fité sur des données expérimentales, quelques centaines, si je me souviens bien, qui va proposer une estimation du coefficient de perméation en se basant sur 2 paramètres importants, donc le coefficient de partage octanol O et la masse moléculaire. Et puis à partir de là, on peut faire une première estimation du Kp, puis le Kp, bien évidemment, on applique la loi de diffusion moléculaire, la loi de Fick, et du coup, on arrive à déterminer le flux et la dose reçue par l'absorption cutanée, dès lors qu'on a une hypothèse de surface de peau contaminée et de concentration, qui en soi n'est pas simple. Ça, c'est la théorie. On peut faire le calcul, par exemple, pour un de ces pesticides. Ici, j'ai pris l'isoproturon et on arrive avec un Kp de 6-10-3 cm/h. Alors, est-ce que ça marche? Ça, c'est la question. Alors, pour vérifier si ça marche, ça devient plus compliqué, il faut faire l'expérience. Alors, une expérience de perméation cutanée, et c'est une des raisons pour lesquelles elles ne sont pas faites systématiquement, ça demande une mise en œuvre assez lourde. Ici, on a utilisé des cellules de Franz, c'est la batterie que vous voyez là.
donc dans lesquels vous avez des cellules de mesure, vous avez ce qu'on appelle le milieu d'essai, dans lequel on va mettre la substance d'intérêt, et le milieu collecteur, dans lequel on va récupérer la substance dès lors qu'elle traverse la membrane. Puis la membrane, ça peut être de la peau animale, de la peau humaine, de la peau artificielle, enfin, ce que vous avez sous la main au moment de l'essai, hein, très schématiquement. Alors, bon, je vous rassure, hein, la photographie, c'est pas de la peau humaine, parce que le type n'est pas complètement orange. C'était en l'occurrence une photo qui a été prise durant un essai avec des gants en nitrile, qui était très orange vif, voilà. Ce pas des gens qui sont passés au mercurochrome. Donc, on peut faire cet essai, et on l'a fait avec de la peau humaine ex vivo, donc encore vivante, hein, donc, qui est le milieu aussi représentatif que possible de la perméation humaine. Et puis on obtient des résultats expérimentaux, hein, avec des valeurs de Kp bon, qui varient passablement, mais qui, de façon très heureuse, tombent dans un facteur de 0,4 à 2 fois la valeur prédite par le modèle. Donc on est tout à fait dans le bon ordre de grandeur. Ça fonctionne. OK, ça fonctionne. Maintenant, regardons un tout petit peu les détails. Je pense que c'était juste une heureuse pioche. Qu'est-ce qui se passe si on va un tout petit peu plus loin dans l'analyse des résultats? Alors ça, c'est les fameuses courbes de perméation, hein. Donc vous avez le temps en abscisse, et puis on a ordonné l'augmentation de la concentration de la substance d'intérêt à travers, enfin, dans le milieu collecteur. Puis quand la concentration commence à augmenter, ben c'est que ça a traversé. Alors on utilise évidemment la pente de cette droite, enfin de cette courbe, pour calculer la valeur du Kp. Ce qu'on voit ici, et c'est un peu perturbant, parce que ce n'est pas du tout ce que nous dit la loi de Fick, la loi de la diffusion, c'est qu'en fait, ça n'est pas à la plus forte concentration d'essai que la perméation est la plus importante. Alors bien sûr, à très faible concentration, il n'y a rien qui est perceptible. À concentration moyenne, on a une perméation qui est très importante. Et à concentration intermédiaire, et à concentration la plus élevée, la perméation en fait est intermédiaire. Et c'est complètement contraire à ce qui est prévu par la loi de Fick. Donc ce qui, quand même, nous plonge dans des abîmes de perplexité. On peut illustrer ça de façon plus détaillée en regardant cette fois l'effet des mixtures, des mélanges. Bien sûr, ces pesticides ne sont pas utilisés seuls, ils sont utilisés avec des coformulants. Or, il se trouve que les coformulants jouent un rôle essentiel dans la perméation, puisque la présence d'un solvant ou d'un tensioactif va modifier en fait l'effet barrière de la peau. Alors, je vous donne les résultats très brièvement de deux mélanges, un qui s'appelle l'Arelon et l'autre qui s'appelle le Matara, qui sont deux mélanges dont l'agent actif est l'isoproturon, à même concentration d'isoproturon. C'est la concentration d'isoproturon qui est mesurée. Même concentration d'essai, même essai de perméation, même durée, etc. Et ce que vous voyez, évidemment, ce sont deux courbes bien distinctes dans lesquelles on voit apparaître l'effet du coformulant avec d'une part une substance, donc le Matara, qui finalement va commencer à permer relativement rapidement, mais avec un flux très faible. Et puis d'un autre côté, l'Arelon, pour lequel il n'y a pratiquement rien de perceptible pendant 1 heure, et puis tout d'un coup, on va passer, après cette période de latence, le flux de perméation va se mettre en place et va être plus important que pour le Matara. Donc on a un effet de coformulation qui est extrêmement important dans l'interprétation des résultats. Et ça peut être facilement, dans certains cas, d'un ordre de grandeur ou plus, hein, de différence sur le flux de perméation. Donc là, on est confronté à un problème, si vous voulez, avec ces cursars, un problème d'adéquation du modèle qui est tellement simplificateur, en réduisant la problématique de la perméation à la seule diffusion moléculaire, finalement, on a exclu tout un tas d'autres phénomènes physiques qui ne sont pas représentés dans le modèle et qui vont être des facteurs essentiels dans l'appréciation du risque. Les effets de dilution, les effets de coformulant, mais aussi la métabolisation. Alors bon, je ne vous ai pas présenté les résultats ici. On a des problèmes de métabolisation dans la peau humaine. Elle va transformer les polluants et notamment les hydrolyser. Alors ce qui peut se passer par exemple avec un polluant très lipophile, qui a priori ne passerait pas la barrière cutanée, c'est qu'il est métabolisé, hydrolysé dans la peau
et puis qu'il va perméer en tant que métabolite. Et donc là, votre QSAR, il est incapable de prévoir le résultat correct. Donc là, il y a une vraie limite dans la portée du modèle. Et puis bien sûr, ce qui n'est pas du tout éclairant dans ces modèles, alors il y a des tentatives, peut-être qu'on en parlera cet après-midi pour parler de l'incertitude dans les modèles de perméation cutanée, mais ce qui est vraiment difficile à interpréter aussi, c'est l'incertitude et la variabilité autour de ces résultats, compte tenu de l'énorme variabilité, ne serait-ce que de la peau humaine, la variabilité anatomique de la peau humaine, puisque le stratum corneum va varier d'épaisseur en fonction des zones du corps touchées. Troisième exemple, et dernier, les modèles toxicocinétiques qu'on connaît depuis longtemps. Marc en a déjà un petit peu parlé, donc les fameux modèles qui permettent de prédire la distribution et la métabolisation des polluants à travers le corps humain. Bien sûr, ce sont des outils informatiques, parce que là aussi, la réalité elle est complexe. On va faire appel à des modèles plus ou moins élaborés, qu'on appelle PBPK, si on veut y aller vraiment dans le détail, ou alors des modèles plus simples, compartimentaux, plus fonctionnels, qui sont des modèles TK, toxicocinétiques. Je vous ai mis ici un exemple d'un de ces modèles, un modèle très réducteur, mais une abstraction qui nous permet d'obtenir des résultats ou de prédire les concentrations urinaires en polluants ou les concentrations sanguines en polluants, ce qui est absolument essentiel, évidemment, dans l'établissement des indicateurs biologiques d'exposition. On utilise même ces modélisations pour essayer de prédire les concentrations correspondant, par exemple, à une exposition aérienne, pour trouver à la fois le bon indicateur et la bonne concentration en surveillance biologique. Alors ici, c'est un modèle tout simple, avec un compartiment central, un compartiment périphérique et puis des métabolites à lesquels on va appliquer un certain nombre de facteurs toxicocinétiques. Alors, le modèle fonctionnel, c'est le choix de l'utilisateur. On a une grande souplesse. Donc là, il n'y a pas vraiment de problème d'adéquation du modèle, puisque c'est l'utilisateur qui décide ou pas d'aller dans le détail. Donc on peut complexifier le modèle à loisir. Évidemment, ça ralentit un peu la simulation. Et puis surtout, il faut de plus en plus de données expérimentales pour alimenter le modèle et pour ajuster le modèle. Puis ces données expérimentales, on va les puiser dans les résultats de laboratoire, dans les résultats d'expérience animale, ou mieux, dans les résultats d'expérience humaine. Alors ça, c'est le gold standard. Vous prenez des volontaires, vous les mettez dans une cabine d'exposition. On fait ça avec des étudiants chez nous. Non, mais ils sont d'accord. Et puis, on regarde ce qui se passe. Alors, on travaille à faible concentration, on ajuste le modèle, et puis une fois que le modèle est ajusté, on peut faire des simulations pour étudier des situations d'exposition chronique, des situations d'exposition à forte concentration, etc. Ça sert à ça. Ça, c'est le top du top. Vous avez des données humaines, ce n'est pas discutable, il n'y a rien de plus représentatif. Bon, certes, petit détail. Vos études sur volontaires, c'est quoi? C'est des études sur des jeunes hommes en pleine forme, des étudiants. Bon, votre population de travailleurs, c'est quoi? C'est des jeunes hommes en pleine forme. Alors, il n'y a pas que des hommes, déjà. Ils ne sont pas tous en pleine forme. Et puis surtout, ils vieillissent. Ça, c'est la courbe, la pyramide de la population mondiale entre 2002 et 2015. Et vous voyez, déjà, en temps normal, enfin déjà en 2005, en 2002, on avait déjà une proportion assez importante de personnes au-delà de 30-40 ans. Ça augmente parce que la population vieillit, c'est toute cette marge orange, et donc dans votre population de travailleurs, vous allez avoir une part significative de travailleurs qui ont entre 40 et 65 ans. Alors est-ce que les modèles qu'on a fités pour des jeunes hommes en bonne santé, est-ce qu'ils correspondent bien à la réalité de cette population-là? Bon, alors, il y a quand même une raison pour laquelle on ajuste les modèles sur des jeunes hommes en bonne santé, parce que pour avoir essayé, je vous défie de recruter 10 volontaires de plus de 60 ans qui ne boivent pas, qui ne fument pas, qui ne prennent jamais de médicaments, qui sont en pleine forme et qui veulent passer 3 jours dans une cabine pour un défrayement symbolique. Voilà, alors c'est la raison pour laquelle on utilise jeune population. Bon. On a essayé, donc ça nous a pris une année pour recruter 10 volontaires.
En plus, on n'avait pas le droit de prendre des gens de notre famille, ni des gens de l'Institut, parce qu'on a plein de vieillards à l'Institut, ça aurait bien fonctionné, mais le comité d'éthique n'est pas d'accord. Je ne vous raconte pas toute cette affaire. Bref, on s'est amusé à essayer. Alors d'abord, un premier essai qu'on a fait avant, c'est qu'on est allé dans la littérature et on a regardé les effets liés à l'âge sur les paramètres physiologiques qu'on connaissait. L'augmentation du poids de certains organes, du taux d'excrétion urinaire, etc. Puis on a ajusté, rien que sur ces paramètres-là, on a ajusté les modèles pour voir ce que ça donnait. Alors ce qu'on voit évidemment, c'est que ça affecte la concentration du biomarqueur. Pour pas mal de ces polluants qui étaient des solvants classiques qu'on a essayé, eh bien, on avait une augmentation des biomarqueurs de la concentration de 10 à 30%, et puis même pour certains d'entre eux, des augmentations qui allaient jusqu'à 50%. Donc déjà des différences qui peuvent être assez importantes dans l'interprétation. Et ça, c'est juste sur le modèle théorique. Puis on a fait l'expérience. Alors ça, c'est le modèle théorique en noir, fité pour l'âge. Donc on avait déjà ajusté les paramètres physiologiques. Et puis les points bleus, c'est les données expérimentales, avec une fois des hommes de plus de 58 ans et une autre fois des femmes de plus de 58 ans. Donc même le modèle ajusté pour l'âge n'arrive pas, et pour le genre, n'arrive pas en fait à gérer complètement des différences, notamment parce qu'il y a des différences au niveau toxicodynamique. Ce qui fait que eh bien, vous avez une marge d'incertitude dans l'interprétation de vos résultats qui est considérable et qui est liée à la qualité des données et à la représentativité des données entrantes, qu'il faut garder à l'esprit, qui est évidemment pas perceptible pour l'utilisateur. D'autres effets, bien sûr, la question de l'usage des médicaments, des co-expositions, de l'état de santé, parce que dans les populations de 60 ans, ils ne sont pas tous en pleine forme, et il y a des effets de bord qu'il va falloir considérer. On a par exemple eu, alors, sur les médicaments, on a eu des différences énormes dans les essais réalisés chez les femmes jeunes, parce que certaines d'entre elles avaient un traitement hormonal et d'autres pas. Et ça faisait des effets de concurrence au niveau zymatique qui ont considérablement changé les résultats, à tel point qu'on a dû séparer les deux, ça en deux sous-populations, etc., etc. Bon, tout ça pour vous dire que les modèles qu'on utilise, ils ont une portée, ils ont des limites. Et puis, ce qu'on n'a pas encore appris à faire, je pense, dans le domaine de la modélisation, même si les outils existent en partie, c'est d'éclairer la décision, ce qu'on fournit à notre client. Je reviens à la notion de client de marque. Au final, on va devoir donner un résultat à un décideur. Et quand on donne ce résultat, ce n'est pas suffisant de dire rouge, blanc, le modèle théorique, la petite boîte noire magique nous a donné tel résultat, youpi, allez-y comme ça. Non, il faut renseigner l'incertitude associée et la portée du domaine, du modèle qui est associé à ce résultat. Il faut bien garder à l'esprit que quand on traduit les résultats de modélisation dans le monde réel, eh bien, on revient dans un contexte d'appréciation collective, sociale du risque, qui est celle de nos décideurs. Et ce contexte, alors il n'est pas spécifique au risque chimique, il n'est pas spécifique à la santé au travail, il est beaucoup plus général, et on peut même faire un petit historique. Il nous ramène à des choses qui se sont passées dans les années 80. Alors il y a bien sûr, alors en particulier en France, je pense qu'il y a une sensibilité par rapport aux crises sanitaires, de l'amiante, etc. Mais worldwide, la position collective autour de l'évaluation de risque, en particulier de l'expertise scientifique de l'évaluation de risque, elle a été largement influencée par les grands accidents, pas par les scandales sanitaires. Et puis ces grands accidents, c'est Challenger, Tchernobyl et la pollution du Rhin de Schweitzer-Halle, par exemple, qui ont tous eu lieu en 1986. Alors pourquoi ils ont été marquants ? C'est parce que finalement, la rationalisation du risque telle qu'elle est perçue par la société, les outils d'ingénierie, de calcul de risque, ils ont été apportés par ces grands domaines industriels, par l'industrie chimique, par l'industrie nucléaire, dans lequel il fallait inventer des méthodes pour évaluer le risque a priori, puisqu'on n'avait souvent pas le recul et puis on ne pouvait pas se permettre d'avoir un accident qui était des catastrophes majeures. Donc on a développé toute cette rationalisation du risque et ce discours autour de l'expertise dans l'évaluation du risque. Et bon,
avant 86, c'est une période dans laquelle j'aurais bien voulu travailler maintenant, enfin, être encore maintenant, c'était merveilleux, on pouvait faire dire à peu près ce qu'on voulait à la science. C'est l'époque où, quand on voulait vendre un paquet de lessive, on mettait un type avec une blouse blanche qui vous expliquait ô combien sa molécule était plus efficace. Puis en 86, patatras, tous ces domaines dans lesquels on avait finalement développé les outils d'évaluation de risque, eh ben, ils ont connu des catastrophes majeures. Et ça a été un argument très fort pour remettre en question cette rationalisation du risque. Il y avait déjà eu des signaux antérieurs, hein, et notamment de nos amis des sciences sociales et de la psychologie, notamment cognitive, qui disaient, mais attention, la modélisation du risque, elle fait complètement abstraction de la valeur humaine, elle fait complètement abstraction des limites de ces domaines et de l'appréciation subjective du risque, notamment par la population. Donc il y avait un certain nombre de critiques de ce type-là qui avaient été formulées. En 86, catastrophe, on entre dans une grande période de scepticisme. C'est la remise en cause de l'ensemble de l'expertise et une perte de confiance très forte dans les instances d'expertise. On a une période de dominance des sciences sociales et de la psychologie dans l'appréciation, dans la question de la gestion du risque qui va durer à peu près 10 ans. C'est la grande période de scepticisme. Et à peu près à la fin de cette période, on arrive avec le principe de précaution qui va marquer durablement la façon dont on réalise des évaluations de risque parce qu'il va introduire la notion de gestion de l'incertitude. Alors, on aime ou on n'aime pas hein, le principe de précaution. Il a ses limites, mais il peut conduire notamment à des décisions arbitraires, puisqu'on est quand même, on est parfois amené à prendre des décisions de gestion sur des bases finalement assez peu solides. Mais il éclaire la préoccupation sociétale autour de cette incertitude et des limites de la modélisation et de la rationalisation du risque. Alors, cette période de déni va durer environ 10 ans. Et puis en 96, on va commencer à relativiser un tout petit peu les choses. Il y a notamment un séminaire à Saint-Pétersbourg qui va contribuer finalement à relativiser beaucoup les conséquences de la catastrophe de Tchernobyl. Et on va revenir à une logique de rationalisation scientifique du risque. Hein, c'est ce que Hort Lindgren a appelé l'empire contre-attaque. Elle n'est pas de moi, mais j'ai gardé l'expression parce que je ne peux pas m'empêcher de penser que ça sonne assez juste, d'imaginer les technocrates, nos ingénieurs, évaluateurs de risque en soldats de l'Empire et les sociologues et psychologues en Jedi mythiques un peu rebelles comme ça. Donc voilà, l'Empire contre-attaque, les technocrates reviennent à la charge, mais en disant on ne peut pas gérer le risque que sur une approche sociétale du risque, ça conduit à des choix qui sont totalement arbitraires, il faut quand même utiliser des outils reproductibles, objectifs, etc. Mais avec une approche qui est beaucoup plus prudente, qui est une approche dans laquelle l'expertise scientifique, elle a appris à éclairer les limites de ses choix, à éclairer l'incertitude. Et c'est là-dedans, c'est le monde dans lequel on vit, et ce qu'on n'a pas encore appris à faire suffisamment avec la modélisation. Quand vous faites de la métrologie, ce n'est pas David qui me contredira, je pense qu'on passe beaucoup plus de temps à évaluer les limites de la méthode métrologique et ses performances, limites de quantification, robustesse, répétabilité, précision, etc., qu'à mettre au point une nouvelle méthode en tant que telle. Alors pourquoi diable est-ce qu'on passe essentiellement notre temps à faire des nouveaux modèles et pas à évaluer leur domaine et leur performance? Même dans le jugement d'expert, qui est le truc le moins carré qu'on puisse imaginer, il y a même des normes européennes là-dessus, hein, qui vous expliquent comment est-ce qu'on construit une expertise collective pour qu'elle soit construite de façon indépendante, compétente, etc. Donc tous ces efforts, ils ont été faits dans les domaines, dans les outils d'évaluation traditionnels qui sont les nôtres, qui sont l'évaluation par jugement d'expert et la métrologie, et on ne l'a pas encore fait dans le domaine de la modélisation. Alors bien sûr, quand on est un chercheur, c'est beaucoup plus excitant de développer un nouveau modèle que de passer son temps à tester ses performances. Mais je crois qu'il faut maintenant aussi apprendre à utiliser ces outils-là et à investir autant d'énergie
dans leur évaluation, qu'on a investi d'énergie dans leur développement. Et ce sera ma conclusion et mon take-home message. Voilà, je vous remercie de votre attention.